Bonjour à tous. Euh, alors, je vais vous parler de cloud souverain. Qu'est-ce que c'est encore que cette bêtise? Euh, Vous vous souvenez peut-être, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes de plus de 17 ans dans la salle. Vous vous souvenez peut-être que cloud souverain, on en a déjà mangé. La dernière fois, c'était en 2012. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on en reparle? Pourquoi ça revient 10 ans après? J'ai repris une vieille coupure de presse de 2015. Et 2015, c'était le moment où on considérait que le machin était mort. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils nous font la saison 2, c'est le même et on recommence. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas la même série. Ils ont repris le même vocabulaire, alors on se plante. Pour ceux qui ont un peu en tête, par exemple, je sais pas, vous regardez Sherlock Holmes, ça existe sous la forme Elementary ou sous la forme Sherlock. C'est juste pas la même série. Il y a un nom en commun, mais à part quelques références. Et donc, du coup, c'est pas du tout le même sujet, et c'est ça qu'on va essayer de regarder ensemble pour comprendre de quoi ça parle et comment ça arrive. Parce que c'est un sujet qui est pas si neuf qu'il en a l'air, qui vient de loin. Et donc, vous allez voir, pour vous expliquer tout ça, je vais être obligé de passer par un chemin un peu bizarre, où en fait, je vais vraiment parler de stratégie cloud, vous voyez, juste avant de conclure. Et avant, on va parler de droit, on va parler de protection des données, on va parler de géopolitique. Et puis on va essayer de trouver des bouts de définition de ce que ça veut dire souverain. Alors, pourquoi je vais vous parler droit des personnes? En fait, parce que alors je suis désolé, je vais être obligé de faire un peu de philosophie du droit, donc c'est le truc qui est le moins intuitif pour les ingénieurs. C'est une différence fondamentale dans le droit, entre le droit européen et le droit qu'on trouve couramment en Amérique du Nord. Quelle est la différence entre du droit de la personne et du droit des affaires? Si je prends des exemples très simples, l'interdiction de vendre à perte, qui est dans le droit du commerce, c'est du droit des affaires. L'interdiction de tuer les gens, c'est du droit des personnes. Okay. Et bien en fait, la protection des données personnelles en Europe est arrangée du côté du droit des personnes, ce qui explique plein de trucs un petit peu bizarres quand on essaye de comprendre ce que raconte le RGPD. Je ne sais pas si vous avez en tête, mais le RGPD s'impose à toutes les entreprises dans le monde, où qu'elles soient, quand elles traitent des données personnelles de personnes qui résident en Europe. Pourquoi le droit européen s'applique à une entreprise américaine ou une entreprise du Rwanda quand elle traite des données personnelles? Parce que c'est un droit de la personne. Ce n'est pas un droit du business, qui lui s'appliquerait en fonction du zone d'exercice, de la zone d'exercice de l'entreprise, mais c'est un droit qui est attaché à la personne dont on est en train de traiter les données, même si cette personne n'est pas la cliente de l'entreprise. Et donc on est sur du droit des personnes. En droit américain, le droit des données personnelles est beaucoup plus vu comme un droit de la propriété. Aux États-Unis, si je fais quelque chose avec vos données personnelles, c'est considéré comme si j'utilisais votre voiture sans vous avoir demandé la permission. Donc je suis en train de vous porter potentiellement un dommage, et si je veux démontrer le dommage, il faut que je démontre un dommage financier. Alors que, en droit européen, quand on utilise vos données personnelles sans votre accord, c'est comme si on utilisait votre corps sans votre accord. C'est comme si on vous tapait ou c'est comme si on abusait de vous. Et donc il n'y a pas besoin de démontrer un dommage. Le simple fait que ça ait lieu est un dommage. Donc on est sur des notions juridiques qui sont très différentes. Typiquement, quand on essaye de définir la propriété, est-ce que c'est du droit de la personne ou est-ce que c'est du droit des affaires? Eh bien, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot propriété. En général, quand je veux expliquer ça sur les données personnelles, je développe trois notions. Alors c'est facile, c'est la demi-heure d'introduction du cours que je donne d'habitude sur le RGPD. Donc comme là j'ai 40 minutes de conférence, vous n'aurez pas la version complète. Je développe trois notions. L'une qui est que l'ordinateur est fatal, qui est une notion qui est un petit peu compliquée parce que quand on dit fatal, les gens ils entendent mortel. Et non, non, c'est pas mortel, c'est fatal. Ça veut dire qu'on ne peut pas négocier. Ce que décide l'ordinateur est irrémédiable. On ne peut rien faire contre l'ordinateur. Il a prévu qu'il n'y avait que 3 cas. Si vous ne rentrez pas dans ces 3 cas, vous n'existez pas. Ça, c'est une notion qui est l'ordinateur est fatal. Il y a une deuxième notion qui est que tout fichier est le début d'une maltraitance potentielle. Alors pour ceux d'entre vous qui parlent un peu le vocabulaire psy usuel, c'est ce qu'on appelle une réification. C'est-à-dire quand vous mettez quelqu'un dans un fichier, vous allez traiter le fichier et en fait, vous êtes en train de traiter la personne. Et donc vous êtes en train de traiter une personne comme un objet, ce que vous ne feriez pas dans la vie normale.
Alors les exemples courants, j'organise un baptême, une bar mitzvah, un mariage, un bidule où je vais inviter plein de gens et je vais faire un plan de table pour que le tonton raciste ne se retrouve pas à côté de la cousine trans parce que ça va foutre la merde. Vous voyez, c'est le truc classique. Vous faites votre plan de table, vous avez les noms des gens et puis vous décidez, vous les déplacez jusqu'à ce que vous ayez un truc à peu près équilibré. Vous feriez pas ça dans la vraie vie? Là, si je voulais réorganiser la salle en vous rangeant du plus petit au plus grand, je ne vous déplacerais pas sur votre chaise. Enfin, c'est pas comme ça, je vous demanderais. Il y aurait une interaction, ce serait une relation humaine, je ne vous déplacerais pas comme des choses. Donc c'est ça, en fait, tout fichier est une réification, et comme réification, c'est le début d'une maltraitance. Si vous voulez vraiment maltraiter des gens, il faut commencer par les considérer comme des choses, sinon vous n'y arriverez pas. Alors c'est pas forcément le début d'une maltraitance, c'est le début d'une maltraitance potentielle, elle n'a pas encore eu lieu. Et puis, il y a un troisième élément à avoir en tête, qui sont que les données sont la personne. Je ne sais de vous et vous ne savez de moi que des données. Dire que ce soit ce que vous avez lu sur ma fiche Wikipédia, ce que vous avez entendu pendant l'introduction de Léo, ce que vous voyez, ce sont des données, ce sont des images. Alors pour les gens qui nous regardent en ligne, c'est encore plus des données. C'est tout du numérique, cette affaire-là. C'est que des données. Vous ne savez de moi que des données. Et en fait, les données sont la personne. Et du coup, quand on combine les trois, quand on s'apprête à faire un traitement informatique, on s'apprête à traiter sans recours. En fait, on s'apprête à maltraiter quelqu'un sans recours. Et c'est pour ça que c'est dangereux. C'est pas interdit. Parce que ça n'est qu'une maltraitance potentielle. Il y a plein de traitements de données qui sont tout à fait bien traitants et qui sont dans l'intérêt de la personne et que la personne a choisi et tout va bien, quoi. Je veux dire, tous les traitements de données extrêmement personnelles qui ont lieu quand je m'inscris sur un site de rencontre, c'est moi qui me suis inscrit, hein, j'ai fait exprès. C'était pour tirer ma crampe comme tout le monde. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais tout traitement de données personnelles, en particulier avec un ordinateur, est potentiellement une maltraitance sur une personne sans recours. Donc, il faut être vigilant. Donc ça, c'était le premier morceau que je voulais vous mettre dans la tête, des différences de philosophie du droit qui ne sont pas les mêmes, puisque aux États-Unis, les données vont être considérées comme une propriété, au sens lucratif du terme, alors qu'en Europe, les données vont être considérées comme une propriété. Alors vous allez me dire, mais fichier, c'est le même mot, mais ça ne veut pas dire la même chose. C'est une propriété comme la couleur de vos yeux. Vous voyez, c'est une de vos propriétés, la couleur de vos yeux. Mais donc, les données personnelles sont une propriété de la personne, comme la couleur de ses yeux ou comme son ombre, mais pas comme son blouson ou sa bagnole. Okay ? Pas le même sens du mot propriété. Et donc, si on regarde sur ces 7-8 dernières années, en droit européen, il y a un certain nombre de décisions judiciaires d'un côté et de mouvements législatifs de l'autre qui créent des droits en matière de numérique et qui créent des droits assez forts en s'appuyant systématiquement sur des choses qui relèvent du droit de la personne ou qui relèvent de la protection des libertés fondamentales. On va voir apparaître là-dedans, par exemple, la neutralité du net, qui est comprise par tout le monde comme étant une régulation du business, qui dit les opérateurs ont le droit d'eux, les opérateurs n'ont pas le droit d'eux, les opérateurs ont l'obligation d'eux. Donc on le comprend comme une régulation du business. Mais si vous allez regarder comment est structuré le texte et comment est légitimé le texte, il est légitimé en s'appuyant sur des libertés fondamentales. Alors il y a quelques éléments qui relèvent de concurrence libre et non faussée, là on est dans le droit du business, et puis il y a quelques éléments qui relèvent du droit des gens d'accéder à l'information ou du droit des gens de diffuser l'information ou du droit des gens de participer au débat public, et où là on va s'inscrire beaucoup plus dans le droit des personnes. Et ça c'est typiquement européen. Et en fait, si on regarde, il y a tout un tas de... Alors je ne vais pas vous les détailler tous, mais il y a quelques morceaux que je veux citer. Avril 2014, Digital Rights Ireland, c'est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui dit qu'on n'a pas le droit dans l'Union européenne de surveiller la totalité de la population au cas où. Bah, ça vous fait marrer, mais enfin, il se trouve que ce n'était pas évident, puisqu'il y avait des directives européennes qui prévoyaient qu'on surveille la totalité de la population, parce que dans le lot, il y en a au moins 3 qui sont des terroristes et 2 qui sont des pédophiles, donc il faut qu'on surveille les 500 millions d'Européens, et où la Cour de justice de l'Union européenne a dit « bah non, ça c'est pas possible dans une société démocratique ». Notez que la France s'y oppose.
Si je reprends sur juste le même, hein, donc Digital Rights Ireland, avril 2014, confirmé par la même Cour de justice de l'Union européenne en décembre 2016, dans l'arrêt Télé 2, que la France a encore refusé de transposer en droit français. Du coup, ça s'est traduit par l'arrêt Quadrature du Net contre France en octobre 2020, où la Cour de justice de l'Union européenne a redit qu'on ne pouvait pas. Et puis, le 5 juillet, je serai de nouveau à l'audience à la Cour de justice de l'Union européenne, où on attaque la France pour précisément la même chose. Donc il y a comme un pattern qui se dessine, vous voyez. Et il faut repérer que ces morceaux-là se répondent en permanence. C'est-à-dire que typiquement, le vote du RGPD en avril 2016 consacre tout un tas de positions et de protections juridiques des données personnelles qui ne sont compréhensibles que si vous avez en tête on est dans du droit des personnes. Et puis, il y a un arrêt qui va nous intéresser particulièrement. Alors, il y en a deux, je vais les commenter vite fait. Il y a l'abrogation du Safe Harbor Act en octobre 2015. Vous avez tous en tête ce que c'est que le Safe Harbor Act. Ce n'est pas la peine que je rappelle. Si, peut-être. Si, je sens qu'il y en a deux ou trois qui... Donc, le Safe Harbor Act, c'est un texte, un accord international signé entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, signé à la fin des années 90, qui dit on est deux sociétés démocratiques, différentes, mais enfin pas tant. On a des niveaux de protection des données personnelles et de la vie privée qui sont vaguement similaires. Du coup, on peut librement faire circuler les datas entre l'Europe et les États-Unis parce que, voilà, on se ressemble. Et il se trouve que peu de temps après, il y a des pénibles qui ont planté des avions dans des tours, si vous vous souvenez, et que juste après, les États-Unis ont fait passer du droit en matière de surveillance qui est assez vénère, comme disent les jeunes. Et que quand la Cour de justice de l'Union européenne s'est posé la question de savoir si le Safe Harbor était vrai, elle est arrivée à la conclusion que non. Les États-Unis d'Amérique ne proposent pas le même niveau de protection des données personnelles que l'Union européenne. Et donc, la Cour a cassé le Safe Harbor et a dit « niet ». Et du coup, ce beau jour d'octobre 2015, il est devenu subitement illégal de transférer des données personnelles entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Réaction de la Commission européenne, data must flow, panique à bord, on retricote immédiatement un nouvel accord international qui sera, le texte est prêt en février 2016, vous voyez le truc, hein, abrogé en octobre 2015, le texte est prêt en février 2016, un accord international qu'on a comme ça dealé, tricoté en 4 mois, ça n'existe pas, c'est comme un projet informatique qu'on a bouclé en 15 jours, ok, ça n'existe pas. Bien évidemment, sitôt qu'il sera signé, le texte sera attaqué et la décision de la CJUE tombe en juillet 2020. C'est super court. Okay, pour un texte qui a été validé à peu près mi-2016, la décision dessus tombe en 2020, c'est-à-dire à peine 4 ans plus tard. C'est ultra court pour une décision de haute cour. Et évidemment, abrogation. Et cette fois-ci, réponse de l'Union européenne qui est très différente, qui est bon d'accord. Vous voyez, entre-temps, le texte sur la neutralité du net est passé, le RGPD a été voté puis est entré en application. On a commencé à travailler sur d'autres textes comme le Digital Single Act et le Digital Millennium Act et maintenant le Data Governance Act, qui est toujours dans les textes en préparation. On est passé de panique à bord, qui était la première réponse en 2015, à bon d'accord. Il est interdit de transférer des données vers les États-Unis d'Amérique. OK. C'est intéressant comme différence. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est qu'on s'appuie sur de la protection des personnes pour garantir un certain nombre de libertés fondamentales, blablabla. Ça, c'est mon passé d'activiste, mon côté cofondateur de la Quadrature, tout ça. Mais en fait, tout ça, ça crée un effet protectionniste. Alors, je ne sais pas si vous avez tous en tête ce que c'est que du protectionnisme, mais c'est ce qu'on appelle du protectionnisme réglementaire. Enfin, moi, j'ai étudié ça au lycée, donc je me dis que vous avez dû l'étudier aussi au lycée, en cours d'histoire géo. Il y a deux grandes façons de faire du protectionnisme. Il y a le protectionnisme douanier, où on dit quand tu importes ton zinzin, je te mets 37,2% de taxes aux douanes, et du coup, ton truc, il est tellement cher que tu n'en vendras pas, et donc je vendrai le mien, et ça va protéger mon business contre le tien. Voilà. Ça, c'est du protectionnisme douanier. Et il y a un autre protectionnisme qui marche bien, c'est le protectionnisme réglementaire. C'est le fait que les prises électriques ne sont pas les mêmes en Europe et aux États-Unis, et du coup, le fabricant de grille-pains américain, s'il veut importer des grille-pains en Europe, il faut qu'il s'adapte. Et puis, une fois qu'il aura réussi à s'adapter, qu'il aura mis toutes ses chaînes de production comme il faut et qu'il commencera à inonder le marché,
bah, nous, on va aller voir nos fabricants de grille-pain, leur dire ah, ça, on va changer dans la norme. Du coup, nos fabricants de grille-pain, ils ont 6 mois pour s'adapter. Puis, paf, la nouvelle norme sort. Et il faudra 6 mois ou 1 an aux Américains pour s'adapter. Et pendant ce temps-là, ils n'ont pas accès au marché. Et là, en fait, on a un truc qui a un effet protectionnisme, et un effet de protectionnisme réglementaire qui est extrêmement puissant, puisque la Cour de justice de l'Union européenne nous dit le droit américain, partout où il s'applique, est incompatible avec le droit européen. Or, les deux sont des droits extraterritoriaux. Le droit américain s'impose aux entreprises américaines où qu'elles opèrent dans le monde. Donc, quand une entreprise américaine opère à Paris, à Berlin ou à Londres, le droit américain s'applique, en particulier le Safe Harbor et le Patriot Act et le Cloud Act, qui sont les deux que vise la Cour de justice. Et donc, ce que nous dit la Cour, c'est que les entreprises américaines n'ont plus le droit de traiter des données européennes tant que le droit américain continue de s'appliquer. Et c'est un truc auquel les entreprises ne peuvent rien. C'est-à-dire, c'est pas Google, Amazon ou Facebook qui vont toutes seules modifier le droit américain. Okay ? Et donc c'est un effet protectionniste extrêmement fort. Or, vous fréquentez comme moi le petit monde du numérique parisiano-français, et où à chaque fois qu'il y a un de ces textes qui sort, tous les industriels sont paniqués. Ah là là, on ne peut pas faire n'importe quoi, rendez-vous compte, moi je faisais tout comme ça, je vais être obligé de m'adapter à la nouvelle loi, ça casse les couilles. Oui, peut-être. Mais en fait, si vous faites ça, vous pouvez foutre à la porte les concurrents américains. C'est le principe du protectionnisme. Et ça a une sacrée valeur, en fait, en termes de business. Et du coup, on a deux grandes postures qui sont possibles. L'une qui est de dire, j'ai déjà développé mon produit, je n'ai pas envie de me prendre la tête, je le laisse tel quel. Du coup, je regarde avec les juristes, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute dans le contrat pour que ça colle, et vous vous retrouvez avec des conditions générales d'utilisation qui font 87 pages dans un anglais juridique, et où vous êtes prié de cliquer sur « j'ai lu et j'ai compris » pour pouvoir accéder au produit. Petit côté, on se fout de votre gueule quand même. Et du coup, ça, ce sont des gens qui font du lobbying pour alléger la réglementation et en retarder l'application, c'est-à-dire empêcher l'effet protectionniste. C'est-à-dire que c'est un modèle dans lequel l'industrie du numérique européen cherche à se mettre en position de faiblesse et à garantir la domination du modèle américain. Stratégiquement, c'est discutable. Et l'autre posture, c'est de dire que c'est un problème de société, et où du coup, ok, je ne peux pas faire mon produit comme ça parce qu'il n'est pas conforme, et donc je vais faire mon produit autrement, je vais peut-être devoir changer de business model, je vais peut-être devoir passer d'un financement publicitaire à une autre forme de financement, mais je vais modifier mon produit, je vais me cacher et me protéger derrière la réglementation, et je vais m'en servir pour essayer de pousser vers l'extérieur les concurrents qui ne respectent pas la loi européenne, et du coup, je vais aller faire du lobbying pour renforcer la réglementation, puisque la réglementation me protège. Si vous voulez, quand on traite ça comme un problème de juriste, c'est exactement comme les entreprises qui considèrent que le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral, effectivement, c'est interdit. Du coup, on va rajouter une demi-page dans le contrat de travail de tout le monde qui explique que le harcèlement sexuel, c'est pas bien. Et du coup, vu qu'on a mis une demi-page dans le contrat de travail, on est bien d'accord, le problème est réglé dans l'entreprise. C'est la bonne façon de régler le problème. Bon, ben voilà, c'est exactement aussi con. Ceci dit, rigolez pas trop, parce que ça a lieu, hein, il y a plein de boîtes qui traitent ça comme ça. Bien. Maintenant qu'on a compris que la CJUE nous dit la protection des données personnelles, c'est obligatoire, et le droit américain est non conforme. OK. Ça se traduit par du cloud souverain, parce qu'un des effets de ce truc-là, c'est que toutes vos entreprises qui ont l'habitude de faire du move to cloud en disant bah, je prends tout puis je benne tout chez Amazon, bah, c'est plus bon, c'est plus possible. Et puis on se pose la question quelles données on veut protéger. Alors les données personnelles, ça on n'a pas le choix. La Cour de justice de l'Union européenne a déjà dit à plusieurs reprises qu'on n'y couperait pas. Et puis quand on réfléchit un petit peu, il y a d'autres données qu'on aimerait protéger. Il y a par exemple les secrets des entreprises, que ce soit les secrets des procédés ou les secrets des affaires. Est-ce qu'il faut vraiment moins bien les protéger que les données personnelles? Alors en droit, ce n'est pas du tout protégé de la même façon. Hein. Je veux dire, les données personnelles, les deux arrêts de la CJUE sur le Safe Harbor et le Privacy Shield s'appuient sur la Charte des droits fondamentaux, c'est-à-dire en gros la transposition des droits de l'homme dans les traités européens. Si on veut de la protection du secret des entreprises, ça ne va pas s'appuyer sur les droits de l'homme. Hein.
J'espère que vous avez tous en tête que les droits de l'homme, ça s'applique aux personnes physiques, ça ne s'applique pas aux entreprises. Mais il y a pas mal d'entreprises qui, quand elles commencent à réfléchir sur la protection des données personnelles, vont se poser la question de comment protéger les secrets de l'entreprise. Il y a évidemment tous les gens qui veulent protéger les secrets de la défense. Ça, c'est obvious, c'est évident. Et puis, il y a le régalien. Alors, le régalien, je ne sais pas si vous avez bien en tête ce que ça veut dire, mais globalement, est-ce qu'il est acceptable que je sais pas, moi, le fichier de l'état civil soit hébergé sur des serveurs aux États-Unis? Ça se discute. On peut considérer que ce n'est pas prudent. On peut considérer que ce n'est pas une bonne idée. Je ne parle même pas du fait que ce soit très secret ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Mais est-ce qu'il est logique, légitime, etc., que l'informatique de l'État, qui permet à l'État de tourner et de fonctionner, d'exister, tourne sur des serveurs qui sont hébergés ailleurs, loin, sous une juridiction qu'on ne maîtrise pas bien. Et donc ça définit quelles sont les données qu'on veut protéger. Bien. Alors on va venir greffer là-dessus, on commence à voir. Hein, il y a un contexte juridique qui crée du protectionnisme en s'appuyant sur des libertés fondamentales. On a étendu un petit peu la protection des données personnelles, parce que du coup les entreprises et les ministères et la puissance publique commencent à greffer d'autres sujets. Comment est-ce que tout ça, ça définit de la géopolitique de la data? Et en fait, pour moi, pour définir de la géopolitique de la data, il faut définir un rapport de puissance. C'est ça, la géopolitique. C'est parler d'un rapport de puissance. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Brexit, ça vous rappelle des souvenirs, vous avez dû croiser, on en a parlé un peu dans la presse. La Grande-Bretagne s'en va, discute pendant un temps infini plus 2 ans, parce que le temps infini ne suffisait pas d'un accord pour sortir du Brexit. Cet accord prévoit certaines zones de pêche. Après que l'accord ait été signé, la Grande-Bretagne est d'avis que les zones de pêche, ça fait chier. Du coup, ils ne valident pas trop le truc. Ils en viennent à mettre des bateaux de guerre à côté des bateaux de pêche pour empêcher les bateaux de pêche français. Enfin, ça monte un peu dans les régimes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 1 an. C'est pas si vieux. Et comment la France a sifflé la fin de la partie? C'est vachement simple. L'île de Jersey, territoire britannique, est alimentée en électricité depuis le continent, donc depuis la France, et où, en gros, la France a dit « vous arrêtez vos conneries ou on coupe l'électricité ». C'est ça, un rapport de puissance. Je suis persuadé que le brave fonctionnaire de l'île de Jersey qui a négocié le contrat de raccordement électrique en fonction du prix du câble, de l'âge du bateau, du tarif du kilowattheure, de l'âge du capitaine, etc., il a fait un vrai bon travail de technicien, d'ingénieur, d'optimisation des coûts. Et effectivement, le moins cher, c'était de raccorder au réseau électrique en France, puisqu'on est alliés, on est dans la même Union européenne, on va se raccorder là. Et puis, une fois qu'il y a quelques tensions qui montent, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, on n'est pas en guerre avec la Grande-Bretagne, même si c'est une tradition millénaire, pour le moment, on est plutôt en paix. Depuis Talleyrand, enfin, je veux dire, ça fait un moment qu'on ne fait plus la guerre avec la Grande-Bretagne. Il n'empêche que, quand ça crispe un peu et qu'il y a quelques tensions, eh bien, ça crée un rapport de puissance. C'est ça, de la géopolitique. Et ce n'est pas forcément compatible avec la notion d'optimisation des coûts et d'amélioration des rendements et de gestion de projet en mettant les post-it de la bonne couleur sur le tableau. Enfin, vous voyez, c'est autre chose, c'est un autre critère. Donc ça, c'est un exemple de rapport de puissance. Genre, je vous assure, il y a 6 mois, ou même il y a un peu plus d'1 an, quand j'ai commencé à bosser sur le sujet cloud souverain, dans le cadre de mon boulot, donc à essayer de voir avec les entreprises comment on allait gérer l'adaptation au droit, quand je disais méfiez-vous, les Américains, si un jour vous vous fâchez avec eux, peut-être votre business peut être remis en cause. On me prenait un peu pour le paranoïaque de service. Alors depuis, ils ont un peu compris parce que, voilà, effectivement, quand on se fâche avec les Américains, le fait d'avoir tout foutu chez Amazon, c'est dangereux. Et je ne dis pas que la France va se lancer dans des guerres qui font qu'on va être en tension avec les États-Unis, ce n'est pas prévu. Ça n'arrivera probablement pas. Mais il y a pas mal d'entreprises qui travaillent à l'international, qui travaillent sur des sujets tendus, qui peuvent travailler sur des sujets tendus vis-à-vis des États-Unis. Je pense par exemple à tous nos marchands d'armes ou à tous nos marchands qui exportent là où les Américains aimeraient exporter à notre place. Ayez en tête des choses comme Alstom. Et si, des tensions géopolitiques avec les États-Unis, ça existe. Et utiliser l'arme économique qu'est le cloud comme outil de pression dans un rapport de force géopolitique, il y a 6 mois, quand je le disais, on me prenait un peu pour un doudingue.
Maintenant, on me prend moins pour un doudingue. On se dit, ouais, effectivement, il y a un danger. Alors, on ne sait pas quelle taille, mais il y a un danger. Bien. Maintenant, quand on parle de cloud souverain, alors vous voyez, ce n'est pas du tout le même contexte que celui d'il y a 10 ans. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, le cloud souverain d'il y a 10 ans. Nicolas Sarkozy n'était pas content du fait que la police ne puisse pas intervenir sur le cloud, et donc il voulait un cloud où la police française ait ses entrées. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même topologie en termes de construction et de décision. Alors j'ai retenu 3 grandes façons de voir le mot souverain. Il y a l'élément juridique qui est évident, qui est celui dont je parlais au début. Quel est le droit applicable ? Est-ce que le machin est soumis au droit américain et donc les données personnelles sont en danger si on en croit la Cour de justice de l'Union européenne? Ou bien est-ce que le machin est soumis au droit européen? Et on est bien d'accord, hein, s'il est soumis aux deux, c'est hors la loi. Puisque s'il est soumis aux deux, il ne respecte pas le droit européen. Et s'il respecte le droit européen et que donc il refusera d'obéir au Patriot Act et au Cloud Act, ça veut dire qu'il se met en infraction au droit américain. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Les 2 cours suprêmes des 2 pays, des 2 zones juridiques, ont défini l'interprétation de leurs droits, et si vous vous retrouvez en collision avec les 2, vous ne pouvez pas satisfaire les 2. Ce n'est pas possible. Et donc ça, c'est une bonne définition du mot souverain. Quel est le droit qui s'applique? Il y en a une deuxième, évidemment, qui est la décision géopolitique qu'on vient de voir. Je suis souverain quand je ne me retrouve pas dans un rapport de puissance dans lequel je sois vulnérable et qui ne me soit pas acceptable. Parce qu'on est toujours dépendant de quelqu'un. On ne peut pas être totalement indépendant, sauf à vivre dans une grotte isolée tout seul. Mais quels sont les rapports de puissance que je subis? Quels sont ceux qui me sont défavorables? Et est-ce que je les accepte? Et puis, il y a une 3e définition de souverain qui est un sens industriel, qui revient au même, hein, si vous voulez. C'est quels sont les risques que je prends et sont-ils acceptables? C'est typiquement, je dépends d'un seul fournisseur. Est-ce que c'est grave? Franchement, vous êtes, je ne sais pas, une grande entreprise de la finance. Il se trouve que vos stylos rouges, vous les achetez chez un seul fournisseur. Vous êtes grandement dépendant de cet unique fournisseur. Est-ce bien grave? Si le fournisseur vous fait défaut, vous aurez peut-être quelques semaines ou quelques mois de pénurie de stylos rouges, le temps de trouver un autre fournisseur. On peut gérer le risque. Si vous vous retrouvez 6 mois sans informatique, est-ce que vous pouvez gérer le risque? Vous voyez, quel est le risque acceptable? Donc voilà, pour moi, c'est les 3 définitions qu'on pose au mot souverain et qui vont correspondre à des choses qu'on retrouve dans de la stratégie industrielle. Maintenant qu'on est parti de ce problème de liberté fondamentale, qu'on a vu, ça crée une opportunité pour toute l'économie du numérique en Europe. Quelle stratégie industrielle on va définir? Alors, il faut que je revienne à un petit peu de macroéconomie élémentaire. Je vous préviens, ça, c'est vraiment de l'économie de la 2e moitié du 19e siècle. Donc, on est dans les trucs très innovants. Rappelez que selon que j'importe le costume, le tissu, le fil, la matière première ou rien, mais en fait, quand je vends sur le marché un costume que j'ai importé, c'est comme ça que ça se lit. Alors, c'est tiré d'un ouvrage d'économie qui est un des premiers sérieux, qui est Le Capital de Karl Marx. Alors tout le monde a en tête que Marx, c'est le communisme. Alors ça, vous confondez, c'est pas le même livre. C'est le manifeste du Parti communiste. Le Capital, c'est un des premiers livres d'économie sérieux. Et c'est qui est encore enseigné en économie aujourd'hui, parce qu'il y a des bases de l'économie moderne dedans. Et donc, quand je vends le costume que j'ai importé sur le marché, la plus-value du marchand rentre dans mon système économique, avec de la TVA, des impôts, le fait qu'il y a de l'argent qui circule, etc. Et tout le reste échappe à mon économie. Si au lieu d'importer le costume, j'importe le tissu, alors la valeur ajoutée du tailleur qui fabrique le costume et qui va ensuite aller le vendre au marchand qui le vendra sur le marché, cette valeur ajoutée a lieu dans mon espace économique. Et donc mon espace économique est plus prospère. Si j'importe le fil, alors la valeur ajoutée du tisserand a lieu aussi dans mon espace économique. Il paye des impôts, il emploie des gens, si j'importe le coton ou la laine, eh bien du coup, toute la valeur ajoutée de la filature rentre dans mon espace économique. Et si j'importe rien du tout parce que j'ai fait pousser mes moutons comme un grand, toute la valeur ajoutée est dans mon espace économique. Ça, c'est du b.a.-ba de macroéconomie. Quand on importe des bidules,
on fait monter le chômage. Quand on exporte des bidules, on fait baisser le chômage. Quand on importe des bidules pas chers, de très bonne qualité, absolument géniaux, on fait monter le chômage. Quand on consomme des trucs tout pourris qu'on a produits en local, on fait baisser le chômage. Voilà, ça, c'est de la macroéconomie élémentaire. Et elle est vraie depuis au moins le 19e siècle. Mais c'est un des éléments d'analyse du truc. Parce que si je transpose l'arrêt de la CJUE dans le cloud, ça dit il ne faut plus travailler avec les hyperscalers américains. Amazon, Google, Microsoft, c'est fini. OK, on fait quoi? Parce que l'air de rien, il n'y a pas grand-chose d'autre sur le marché. C'est les trois grands en matière de cloud. À côté, il y a quelques nains, mais il y a trois géants et des nains dans le cloud. Comment on fait? Il y a deux grandes approches. L'une qui est de dire, on travaille sous licence américaine. C'est-à-dire qu'une entreprise européenne va récupérer toute la couche logicielle de Google, de Microsoft ou d'Amazon et va faire tourner ces logiciels dans une structure juridique et une structure technique qui est montée en Europe. Si je transpose en macroéconomie, on n'importe plus le service, c'est-à-dire que le service de cloud, on ne l'achète plus à une entreprise américaine, on l'achète à une entreprise européenne, voire française. En revanche, on importe toute la techno. Donc on garde une très grande dépendance technologique. Mais on a effectivement réglé le problème de droit, puisqu'on échappe à la juridiction américaine sur les données personnelles. Il y a une autre stratégie qui est de dire on va développer l'économie européenne du numérique. Et donc on n'importe pas le service, on n'importe pas la techno, on prend de la techno homemade. En revanche, on continue d'importer le matériel parce que pour le moment, les usines d'ordinateurs, elles ne sont pas en Europe. Okay. Ça correspond à deux stratégies qui ne s'excluent pas. Mais si vous voyez, dans les deux cas, on a bien fabriqué du protectionnisme économique, la surface de ce qu'on importe a réduit. Au moins de la couche service. Et peut-être de la couche techno. Maintenant, si je me pose non pas du côté des fournisseurs, mais du côté des entreprises utilisatrices de cloud, il y a trois grands types de réponses. La première, c'est de dire, je vais regarder ailleurs, pour le moment, je n'ai pas pris d'amende, personne ne m'a tapé sur les doigts, pas vu, pas pris, je continue comme d'habitude. C'est pas si bête, parce qu'en fait, les différents régulateurs européens n'ont pas envie de saccager toute l'industrie, et donc si vous n'êtes pas en première ligne et hyper visible, ce n'est pas par vous qu'ils vont commencer. En revanche, si vous êtes en première ligne et hyper visible, ça va vous coûter cher. Exemple, le Health Data Hub. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le Health Data Hub. C'est le machin qui récupère toutes les données médicales de tous les Français, depuis toutes les sources possibles, pour les compiler en un seul endroit, de manière à ce qu'on puisse faire de la recherche ouverte dessus, et des trucs assez intéressants en termes techniques. Mais en termes de criticité sur les données personnelles, il n'y a pas pire, parce que c'est les données les plus sensibles, c'est les données médicales, qui portent sur la totalité de la population, et où on a sur chaque individu énormément de données. Donc ça, ce sont les trois axes classiques d'analyse de la CNIL, et vous avez les trois curseurs au maximum. Le truc ne peut pas échapper à un contrôle, ne peut pas échapper au fait qu'on regarde. Il y a un projecteur politique dessus en permanence, et donc évidemment, ils ont été attaqués, ils ont eu beaucoup de mal à s'en sortir devant le Conseil d'État, ils ont des décisions politiques qui sont en train de dire qu'il va falloir arrêter, parce que tout ça est posé sur du cloud américain. Voilà, ça c'est l'exemple type du faut pas. Mais si on est une petite boîte ou une entreprise qui n'est pas trop critique en termes de données personnelles, ou qui a qu'une petite partie de l'IT de l'entreprise qui est partie dans le cloud, on peut moyenner un truc en disant, pour le moment, mollo, je dis rien. Il y a l'approche qui est de dire « mais moi j'ai déjà tout basé dans le cloud, enfin, ça fait 10 ans que je dépense des sommes gargantuesques à déplacer tout le machin chez un des trois hyperscalers, enfin, ça va, je ne vais pas tout réinvestir pour d'autres technos, enfin, je n'ai pas les moyens ». Là, pour le coup, le fait qu'il existe une solution sous licence qui permette de rapatrier ce qui doit l'être, c'est une bonne stratégie. Et puis, il y a la troisième stratégie qui est de dire « ok, on va tout reprendre, il se trouve que je n'ai pas trop avancé dans mes stratégies cloud ». Maintenant, je vais intégrer ça comme une contrainte et donc je vais plutôt penser ma solution différemment. Et en général, les bonnes solutions, c'est les trois à la fois.
Parce qu'il n'y a pas de fournisseur en Europe qui soit aussi gros que les Américains aujourd'hui, donc on ne peut pas tout basculer d'un claquement de doigts, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas de solution simple, il n'y a que des solutions compliquées. Et en fait, il y a des solutions, elles sont différentes, parce que les trois grands Américains se ressemblent énormément, et ce n'est pas du tout le cas quand on regarde ce qui existe en solution cloud en Europe. Mais il y a des solutions, elles sont diverses, elles sont riches, elles sont disponibles. Simplement, il va falloir les combiner. Il va falloir... On a un boulevard qui s'ouvre sur l'effet protectionniste, crée un boulevard pour l'économie du numérique en Europe. Mais il faut qu'on occupe le terrain, parce que si l'économie du numérique en Europe ne vient pas occuper ce terrain, forcément la réglementation va céder, parce que les entreprises ne pourront pas renoncer à leur informatique. Et donc, il faut absolument que le business correspondant se développe pour apporter le bon service aux entreprises, et il faut que les entreprises passent dans un mode plus adulte. C'est-à-dire que quand on regarde avec un petit peu de recul comment se fait le passage vers le cloud de beaucoup des entreprises, c'est je prends tout, je balle tout chez Amazon, ou je balle tout chez Google selon la marque que je préfère, ou je balle tout chez Microsoft parce que ça ressemble à ce que j'ai sur mon PC. Je réfléchis pas, je mets tout chez le même, et j'y vais comme un gros sagouin. En termes stratégiques, c'est un petit peu léger, vous voyez. Et il faut sortir de ça. Il faut accepter que le système est complexe et qu'il faut traiter la complexité. Et il faut se poser la question de, OK, quelles sont les données qui sont sensibles? Comment est-ce que je dois les protéger? Quel est le bon type de protection? Quel est le bon type de réponse? Comment je mixte les solutions entre elles, etc. Bref, il faut sortir de l'enfance du cloud pour passer à une approche un peu plus adulte. C'est rigolo, c'est tout décalé. Alors, de quoi on parle? En fait, on parle de résilience et de dépendance économique quand on est là-dessus. Il faut arrêter de croire à la magie. Oculus Reparo, ça marche que dans Harry Potter. En vrai, si vous cassez vos lunettes, elles sont cassées. De quoi on parle en fait? On parle de résilience et de dépendance économique. Si vous dépendez d'un fournisseur alors que vous êtes sujet à un rapport de force géopolitique, c'est dangereux. Ce dont se rendent compte plein d'entreprises russes en ce moment. Mais ça, c'est pas nouveau. Le fait de savoir résister si un de vos fournisseurs vous claque entre les pattes, c'est pas un sujet très nouveau en économie. Simplement, c'est très vrai en matière de cloud. Pouvez-vous vous passer de votre IT pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, quand un fournisseur vous claque dans les pattes? Si la réponse est non, vous devez prévoir. Il y a besoin de savoir-faire, parce qu'en fait, pour gérer cette complexité, mais ça, pour moi, c'est un grand standard, en fait. Vous ne pouvez pas piloter un fournisseur dont vous ne connaissez pas le métier. Si vous pilotez un fournisseur dont vous ne connaissez pas le métier, il va vous enfler à chaque fois. Il va vous la faire à l'envers, parce que vous ne comprenez rien à ce qu'il y a dans les contrats. Donc, il faut que vous ayez la compétence pour piloter vos fournisseurs, mais c'est pareil en informatique. Il faut que vous soyez capable de piloter le choix de vos fournisseurs de cloud, et comment vous les architecturez entre eux, et comment vous les faites interopérer, et à quel point vous êtes indépendant, etc. Mais ce n'est pas nouveau. Il y a besoin de faire de la gestion de risque. Alors là, c'est un risque juridique, mais c'est aussi un risque technique. Si vous avez tout mis chez tel opérateur qui, du jour au lendemain, décide de tripler ses tarifs, il vous faut combien de temps pour partir? S'il vous faut 5 ans, vous êtes mort. Mais ce n'est pas nouveau. Il y a besoin d'un environnement dans lequel grandir. Ça, c'est l'économie du numérique en Europe. Pour se développer, a besoin d'un environnement dans lequel grandir, a besoin d'avoir un marché sur lequel elle puisse développer ses compétences pour ensuite, éventuellement, aller disputer les parts de marché à l'étranger aux autres. Mais il faut d'abord un terreau dans lequel, il faut une pépinière où on plante le machin si on veut faire une bouture, quoi. Mais ce n'est pas nouveau non plus, ça. En fait, le sujet cloud souverain, pour moi, il ne fait que mettre la lumière sur des problèmes qui existaient déjà dans l'économie numérique, dans le cloud. Il montre des solutions qui sont déjà disponibles. Alors, il y a des solutions nouvelles qui sont en train de se monter. Les 3 hyperscalers n'avaient pas prévu de travailler sous licence. Ils s'y trouvent contraints parce que c'est la seule façon qu'ils ont de conserver leur techno en Europe. Et donc, ça, c'est nouveau. Mais toutes les solutions de cloud en Europe, elles existaient déjà. Et elles proposent des solutions autres qui sont déjà sur la table. Et en fait, la seule chose qui nous empêchait de traiter sérieusement ces sujets-là il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est le déni. C'est le fait que quand on allait voir les grands DSI en leur disant « mais qu'est-ce qui se passe si Amazon vous claque la porte au nez ?» et où ils disaient tous « oh, mais Amazon, c'est des gentils, jamais ils se fâcheront. »
Non, jamais Microsoft me fera un sale coup, jamais le gouvernement américain ne se fâchera contre personne, etc. etc. Bon, bah voilà, l'expérience montre que c'est pas vrai. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous raconter sur le cloud souverain.